êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Vendredi santé, prévention, santé, très exactement. Nous parlons aujourd'hui d'hygiène et de salubrité. Il y a un lien avec la santé forcément. Et la spécialiste est avec nous sur ce plateau, Dr Marianne Branco. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être présente sur notre plateau santé. Vous êtes généraliste, spécialiste de la gestion des déchets hospitaliers. Mais des déchets hospitaliers, s'il y en a d'autres aussi à l'échelle domestique. Et nous avons souhaité pouvoir faire le lien entre l'hygiène, la salubrité, la santé. Peut-être que si la santé, c'est concret, l'hygiène, quelquefois, peut paraître un tout petit peu abstraite comme cela. Nous nous adressons aux femmes et aux hommes qui nous regardent, bien sûr. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme lien immédiat entre la santé, l'hygiène, la salubrité? Nous vivons dans un environnement. Plus l'environnement est sain, moins nous avons de chances d'attraper des maladies. Et donc, c'est pourquoi c'est un sujet très important et je vous félicite de l'avoir mis à ce sujet ici, aujourd'hui. Donc, effectivement, l'hygiène, ça commence par simplement se laver les mains avant de manger, se laver les mains avant de préparer la cuisine, se laver les mains en sortant des toilettes. Ne serait-ce que ça permet d'éviter certains germes qui donnent des maladies diarrhéiques. Et on sait qu'en Afrique, les diarrhées et les diarrhées de l'enfance sont très importantes et créent beaucoup de mortalité. Nous sommes en direct, 01 45 55 76 87, un numéro de téléphone que vous connaissez par cœur pour participer à cette émission. Vous avez des questions, des suggestions, sait-on jamais, ou alors en nous adressant vos mails à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com si jamais les places au téléphone étaient un tout petit peu très chères. Voilà pourquoi avez-vous choisi, vous, ce registre-là? Est-ce que c'était votre vocation première? Est-ce que c'est une découverte au parcours de votre formation? Alors oui, c'est une découverte lors de mon parcours professionnel. Donc moi, je suis médecin généraliste et depuis que je suis diplômée, ça fait maintenant 15 ans, je participe à des actions pour améliorer la santé en Afrique et bien sûr ici aussi en Europe. Et lors de ces voyages en Afrique, l'hygiène hospitalière nous a paru être un sujet très important et bien sûr aussi l'hygiène dans l'environnement des familles, des maisons. Donc c'est pourquoi j'ai eu l'occasion de faire une formation complémentaire pour pouvoir avoir les compétences nécessaires. Et également, j'ai pu regrouper autour de moi des professionnels de la santé, des professionnels de la formation et des professionnels de l'hygiène pour que nous puissions apporter notre pierre à l'amélioration de l'assainissement dans nos pays africains. En général, l'hygiène, c'est une matière que l'on apprend à l'école et pourtant, devenu adulte, on oublie les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui se passe en chemin? C'est vrai, je me demande même si on l'apprend encore à l'école. Mais effectivement, on doit constamment se rappeler ces petits gestes du quotidien qui font que toute la famille peut vivre dans un cadre sain. Donc ça passe par l'hygiène des toilettes. Effectivement, dans nos pays africains, il manque souvent de systèmes d'évacuation des fesses, hein, donc des produits humains. Donc voilà, et ça passe par des petits gestes comme ça, se laver les mains avant de manger, se laver les mains en sortant des toilettes, se laver les mains en rentrant de l'école, par exemple. En venant de l'extérieur. En venant de l'extérieur. Tout ça, c'est très important. Alors nous, dans nos différents voyages en Afrique, nous avons pu voir aussi que les déchets biomédicaux étaient malheureusement mal conditionnés dans nos pays et surtout mal détruits. Oui. Ils sont positionnés et mélangés aux ordures ménagères et ils sont parfois récoltés par des organismes qui ne sont pas du tout agréés. Ils sont collectés en brouette, alors que ce sont des déchets dangereux qui contiennent des germes qui peuvent donner le sida, la tuberculose, d'autres maladies. Et donc, c'est pourquoi nous sommes organisés en association. Et au Bénin, nous sommes en train de mettre en place une unité de traitement écologique aux déchets biomédicaux. Parce que les déchets sont actuellement détruits par incinération. L'incinération pollue l'air, entraîne beaucoup de maladies, de l'asthme et d'autres maladies pulmonaires. Et donc, depuis maintenant l'année 2000, l'OMS et puis les autres organismes internationaux ont demandé d'essayer de diminuer l'incinération au profit d'autres techniques qui permettent de détruire les déchets. Que propose-t-on à la place de l'incinération? Voilà, tout à fait. Donc nous mettons en place une machine de broyage-stérilisation. C'est une machine qui existe depuis 15 ans dans le monde entier, qui est validée par l'OMS depuis 15 ans aussi, et qui permet de détruire les déchets biomédicaux uniquement. Donc de les détruire en les coupant en petites parties et en les stérilisant, on obtient des fibres qui sont donc stérilisées et qu'on peut recycler pour fabriquer d'autres choses. Voilà, et ça c'est très important parce que c'est la sécurité
pour les professionnels de santé dans l'exercice de leur profession à l'hôpital ou en clinique ou en centre de santé. Mais également, ça permet à la population de ne pas trouver de déchets biomédicaux dans son environnement. Au Bénin, quand on achète un terrain pour construire une maison, on doit d'abord nettoyer ce terrain des ordures ménagères et également des déchets biomédicaux qui s'y retrouvent. Ce sont donc des aiguilles, du coton, des tubulures de perfusion. Des lames de rasoir. Exactement. Voilà, excusez-moi. Donc tout ça, c'est vraiment un enjeu essentiel, c'est un enjeu de santé publique. En maîtrisant et en améliorant l'hygiène hospitalière, mais aussi l'hygiène des villes, on permet de faire un grand pas dans la santé et de diminuer un grand nombre de maladies. À l'échelle domestique, ce sera notre sujet aussi aujourd'hui, le lien entre ce qui se passe à l'hôpital, des bonnes pratiques certainement que les agents hospitaliers peuvent prolonger s'ils se les sont appropriés déjà chez eux-mêmes. Il n'y a pas de raison qu'ils se mettent à faire comme cela par miracle pratiquement quelque chose qu'ils ne font pas chez eux ou qu'ils ne ramènent pas ces pratiques chez eux. On sait que les mamans sont au cœur des chaumières, que ce sont elles qui transmettent la bonne manière de faire. Va te laver les mains, relave-toi les mains, relave-toi les mains. Pourtant, le message ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut le véhiculer à différents endroits. À l'école, c'est essentiel. Les enfants modifient les comportements des parents. Ça, c'est très important et ce sont les générations à venir. Donc, c'est important qu'à l'école, il y ait justement ce genre d'enseignement, de jeu, pour que les enfants puissent enseigner à leurs parents les bonnes pratiques. Et effectivement, après, il y a dans les associations de femmes, il peut y avoir des sensibilisations à ce niveau-là. Et puis, à l'hôpital, tout simplement, puisque les patients qui sont hospitalisés reçoivent des visites de leur famille, qui parfois restent toute la journée. Pourquoi pas organiser pour ces familles des petites réunions d'information? Je pense que c'est un moment important aussi pour véhiculer les bons messages. Séquence de rattrapage, donc. Lorsqu'on ne se lave pas les mains, on se dit qu'elles sont propres, on pense les voir propres, et quand bien même on se les lave, est-ce qu'on se les lave comme il faut? Parce que peut-être c'est de là que vient le problème. On se lave les mains, faut-il se laver les mains pendant une durée de temps précis, avec des produits précis? Est-ce que l'eau toute seule suffit? Est-ce que, quelle que soit la nature de l'eau, les mains vont être propres quand même? Voilà autant de questions qui se posent. Vous posez des bonnes questions. Merci, docteur. Voilà, donc j'espère que les auditeurs pourront aussi poser des questions. Mais vous avez tout à fait raison. Hein, ça commence simplement par se laver les mains avec de l'eau et si possible de l'eau qui soit propre. Donc c'est pourquoi c'est une autre affaire. C'est une autre affaire et c'est pourquoi les organismes internationaux sont actuellement dans des financements de projets qui permettent d'assainir l'eau, d'apporter l'eau potable déjà et d'assainir l'eau. Effectivement, l'eau que l'on boit et l'eau qu'on utilise pour laver les mains ne sont pas obligés d'être au même niveau de propreté. Hein. Mais l'eau qu'on utilise pour se laver les mains doit être un minimum propre et également utiliser du savon. L'eau seule ne suffit pas parce que, vous l'avez dit, l'hygiène des mains, on a l'impression que nos mains sont propres. Or, il y a beaucoup de micro-organismes, c'est-à-dire des micro-organismes, ce sont des éléments qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qui sont présents. Hein, donc, sur nos mains, on a besoin, avec le savon, de bien se laver les mains pour enlever ces micro-organismes au maximum de ce que l'on peut. Voilà. Docteur Branco nous parle de l'eau propre, de l'eau potable. Nous allons parler de l'eau rare. Vous savez, celle qui est tellement précieuse qu'on n'ose pas l'utiliser qu'une seule fois. On l'utilise plusieurs fois et à un moment, elle oublie de rester propre si seulement elle l'était. Peut-être que c'est là que commencent les complications. Si vous voyez de vos deux yeux ce qu'il y a sur vos mains, on aurait juste envie de se les couper, tellement on verrait des micro-organismes, c'est cela? Tout à fait. Vous me rappelez un examen ou en tout cas un exercice dans l'ordre de mes études de médecine. On prend une boîte en plastique avec un produit gélifié, c'est un milieu de culture, on passe nos doigts dessus et 2 jours après, on revient. Aïe, aïe, aïe. Et on voit tout ce qui a poussé. Là, ça peut nous convaincre. Je crois que pour la population, c'est peut-être des petits jeux de cette sorte-là qui vont leur permettre de comprendre qu'effectivement, l'hygiène des mains est essentielle. Car, encore une fois, la maladie, on la voit, on la ressent, elle est concrète, mais l'hygiène reste très superficielle comme cela. On se dit, bon, c'est pas tout à fait très sale, je peux encore y retourner. Donc, dans la vie en société, prenons dans les transports en commun, on tient dans le métro, on s'accroche, on se tient d'une main, on mange son sandwich de l'autre, et puis après on change, et on dit bonjour à la dame qui passe, laquelle s'est mouchée avant. J'ai juste peur, mais il y a des microbes partout. Tout à fait. Bon, donc les microbes nous environnent. Hein. Nous sommes parmi un monde de microbes, mais effectivement, il faut être vigilant. C'est pourquoi, en sortant
en rentrant chez soi, plutôt, il faut bien se laver les mains. C'est très important pour ne pas ramener les microbes de dehors à l'intérieur. Et puis également, bon, ici, comme il fait froid en Europe, on peut porter des gants dans les transports en commun. Mais quoi qu'il en soit, c'est le lavage des mains en rentrant chez soi qui est très important. Et pas forcément serrer la main aux uns aux autres. Je crois que les anglo-saxons ont l'habitude de se faire l'accolade. Pourquoi pas? Comment se fait l'accolade d'ailleurs tant que nous y sommes? Nous pouvons la faire si vous voulez. C'est sur la joue? Non, non, c'est pas sur la joue, l'accolade. Donc alors, on se touche tape sur l'épaule, voilà, où on se serre les uns contre les autres sur le côté. Il suffit juste de ne pas être enrhumé parce que là-bas, il y a d'autres microbes aussi. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. L'eau est rare, l'eau est précieuse. C'est un moyen qui véhicule malheureusement aussi les microbes. Tout à fait. En Afrique ou ailleurs où l'eau est rare, comment procéder? On parle de filtres. Est-ce qu'une eau filtrée est suffisamment salubre une fois qu'elle a été filtrée? Est-elle suffisamment propre pour l'utiliser? Comment la réutiliser? Les femmes vont chercher de l'eau, la ramènent pour la cuisson, l'économisent pour l'utiliser 2-3 fois. À partir de quel moment elle n'est plus, elle est bonne à jeter? Alors normalement, une eau utilisée par exemple pour la vaisselle, hein, pour nettoyer les couverts, bon, on peut l'utiliser 2 fois, on va dire. Normalement après, il faut la jeter et la changer. Pour les mains, par contre, c'est une seule fois, hein, puisque les germes que nous avons éliminés avec le savon et l'eau sont contenus dans l'eau qu'on recueille après s'être lavé les mains. Donc il faut vraiment jeter cette eau-là. On ne devrait l'utiliser qu'une seule fois. Et c'est pourquoi c'est une préoccupation importante de donner accès à l'eau potable également pour les familles en Afrique pour lutter contre la pauvreté, véritablement. Vous nous dites qu'il faut se laver les mains une fois rentré chez soi. Or, on sait qu'on passe toute la journée à l'extérieur de chez soi. À l'intérieur de son sac, désormais, on peut avoir cette petite fiole de produits. Alors, c'est de l'eau, quelque chose, voilà, de l'alcool. C'est un gel hydroalcoolique. Oui. Et donc, il permet d'éliminer un grand nombre de germes, puisque même à l'hôpital, il est conseillé pour les professionnels de santé, entre chaque patient, puisqu'on examine un patient, entre chaque examen de patient, d'utiliser ce gel qui permet d'être efficace et qui en même temps permet de gagner du temps. Parce qu'aller dans un point d'eau, utiliser du savon, c'est parfois difficile. Et donc ce gel hydroalcoolique est vraiment important pour l'hygiène des mains. D'ailleurs, l'OMS, mais également, je crois que c'est les hôpitaux universitaires de Genève, ont inventé une fabrication de gel hydroalcoolique pour l'Afrique, pour que le coût soit moindre. Ouais. L'efficacité soit identique à celle au gel qui était vendu ici en Europe, mais que le coût soit moindre. Et donc, justement, c'est en train de se propager. Il y a aussi l'Alliance pour la sécurité des patients, qui est une branche de l'OMS, qui met tout son poids pour que ce gel hydroalcoolique puisse se répandre en Afrique. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ces gels hydroalcooliques? Parce que quand on a les mains vraiment sales, on a plutôt l'impression de se badigeonner de cette saleté, même si on avait ce produit entre les mains. Parce que quand on met les mains sous l'eau, au moins on voit l'eau partir avec la crasse. Oui, non, soyez rassurés, hein, c'est un produit qui contient donc de l'alcool et d'autres éléments qui sont physico-chimiques et qui permettent en fait de se lier, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui permettent de se lier aux germes et donc de les évacuer. Donc effectivement, les tests ont été faits pour montrer que l'utilisation de ce gel élimine un grand nombre de germes. Les germes les plus fréquents que nous pouvons avoir, que ce soit des staphylocoques ou d'autres germes qui peuvent nous entraîner des maladies. Donc c'est efficace. Ça paraît peut-être trop simple et pourtant la simplicité parfois est efficace. Donc là, c'est un exemple qu'il faut propager en Afrique. Hygiène et salubrité autour de chez soi. Donc, il y a l'échelle domestique, il y a les mains, celles qu'on ne peut pas couper, qu'on est heureux d'avoir sur soi. Mais il y a tout ce qui se passe dans l'environnement au sein duquel on vit. Procédons par pièce, peut-être, si vous êtes d'accord. Commençons par la cuisine, donc. D'accord. Alors déjà, pour la cuisine, c'est d'avoir des récipients pour récupérer les déchets des épluchures, puisque ça, ce sont des déchets, on va dire, ménagers qui peuvent être recyclés. On fait du compost avec ces éléments, puisque ce sont les épluchures de patates douces, des épluchures d'igname, par exemple, qui peuvent être donc réutilisées et servir de ferment pour l'agriculture.
Donc ça, ce sont des déchets recyclables, on va dire. Après, nous avons des plastiques, puisque la bouteille d'huile est en plastique, par exemple, ou on a un sachet plastique où on a mis des épices. Donc tous ces plastiques-là devraient être aussi conditionnés dans une autre poubelle et être réutilisés, non pas par la famille, mais collectés par un collecteur spécialisé qui peut les réutiliser après. Ça se fait beaucoup en Europe. Ce sont des structures qui doivent se développer dans nos pays africains puisque nous utilisons tellement de plastique. Vous avez et nous les réutilisons tellement. Voilà. Tout est conditionné dans des bouteilles recyclées. Exactement. Dont on ne sait pas toujours l'usage précédent. Est-ce que ça a été bien nettoyé ou non? Donc il y a vraiment besoin de collecteurs spécialisés pour tout ce qui est plastique. Parce que non seulement on peut les réutiliser, ici on jette en Europe nos plastiques dans une poubelle spéciale qui est collectée par une entreprise spéciale qui après réutilise ces plastiques, les coupe en petites parties et refont après d'autres bouteilles en plastique. Donc je pense que ce sont des industries qui doivent se développer. Donc dans la cuisine, il faudrait une poubelle pour tout ce qui est déchets alimentaires. On peut simplifier comme ça. Les déchets plastiques, qui sont les plus importants également. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Après, il faut tout ce qui est savon pour laver à la fois les ustensiles, mais aussi laver les mains. Le problème qui se pose, c'est que quand la ménagère veut bien faire le tri de ces ordures-là, il n'est pas dit que la collecte se fasse toujours. Effectivement, en Europe, c'est répandu, mais ça n'est vraiment pas au pied de tous les immeubles qu'on va trouver les poubelles de couleurs différentes, l'une pour les papiers, l'autre pour les ordures ménagères. Alors, on a fait ce tri pour rien, pratiquement. Alors voilà, vous mettez l'accent sur quelque chose d'essentiel. La gestion et l'assainissement de l'environnement, c'est une question de chaîne. C'est-à-dire que tout le monde s'y mette, les pouvoirs publics, bien sûr, les industriels, les familles, que tout le monde se tienne la main pour que ce soit effectif et que l'environnement reste sain. Si on fait le tri sélectif dans les familles et qu'il n'y a pas après un collecteur spécialisé, qu'il n'y a pas une entreprise pour réutiliser, effectivement, malheureusement, ce tri est vain. Donc, c'est pourquoi je pense que tout doit partir déjà des pouvoirs publics. Ils doivent mettre une volonté ferme, résolue, persévérante pour mettre en place les structures qui permettent ce tri sélectif et ce recyclage. Et aussi, donc, une formation, une sensibilisation des populations. Je vous dis, ici en Europe, ça ne s'est pas fait en un an. Il a fallu beaucoup d'incitation, beaucoup de sensibilisation des familles pour que ce tri soit effectif et qu'il y ait donc des industriels qui se mettent dans ce créneau pour permettre que cette chaîne de recyclage se fasse. Donc c'est un ensemble de choses. Restons donc dans la cuisine. Que faut-il faire de l'huile de cuisson, l'huile de friture qui a été utilisée une fois, deux fois, un nombre incalculable de fois? D'ailleurs, on nous dit que c'est cancérigène, confirmez-nous le docteur. À partir de combien de bains d'huile faut-il arrêter de s'en servir d'une part? Et d'autre part, que faire de cette huile? Faut-il la jeter dans l'évier de la cuisine? Est-ce que cela pollue la planète? Est-on coupable? Que faut-il en faire véritablement? Alors là encore, effectivement, l'utilisation 4-5 fois d'un bain d'huile, c'est suffisant. C'est suffisant. Il ne faut pas aller au-delà de 5 fois et encore c'est un nombre de fois large. Mais voilà, 5 fois, je pense que c'est suffisant. Il faut le changer. Là, pareil, il faudrait avoir un récipient pour récupérer. La bouteille d'origine, peut-être? Par exemple. Qu'on a déjà jeté? Voilà. Pas forcément, puisque dans nos pays, beaucoup de choses sont réutilisées. Oui. Donc, il faudrait garder la bouteille effectivement vide ou en avoir deux, une vide et celle qui est pleine d'huile encore pour pouvoir transvaser l'huile déjà utilisée et réutilisée dans la bouteille vide. Et pareil, qu'il y ait des collecteurs qui permettent ça. Ou sinon, c'est aussi une autre solution, c'est qu'il y ait des points dans la ville où on peut déposer sa bouteille d'huile usagée. Mais lorsqu'il n'y a pas toutes ces infrastructures, tous ces dispositifs et que nos téléspectateurs bien appliqués veulent mettre en pratique ce que vous nous expliquez là, vers qui vont-ils se rediriger? En général, j'en veux pour preuve, encore une fois, des immeubles au pied desquels il n'y a pas forcément trois possibilités pour les ordures ménagères. On a l'impression de faire ce travail en vain, mais on le fait quand même parce qu'on est un bon citoyen en tout cas. Voilà. Mais ensuite... Alors en fait, je pense que le mieux pour les familles, c'est de conditionner, séparer s'ils le peuvent. Oui. Et dans ce cas-là, de le remettre après au collecteur qui vient pour les ordures ménagères. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les pays africains. Au Bénin, donc il y a des ONG agréées par l'État pour aller collecter dans chaque maison
les ordures ménagères, donc 1 ou 2 fois par semaine. Et donc après, le travail, c'est l'État avec ses organismes pour que les choses se fassent bien. Je pense que si les familles font déjà l'effort de conditionner dans des récipients différents les déchets alimentaires, les huiles, les plastiques, c'est déjà un grand pas. Je pense que c'est déjà ça qu'on peut demander aux familles pour la pièce, la cuisine. Parce qu'il y a aussi les toilettes, il faut y penser. J'allais en venir. Alors justement, les mamans transmettant donc les bonnes pratiques, va te laver les mains mon fils, ma fille, très bien. Mais on imagine mal le monsieur qui n'a pas forcément envie de retourner se laver les mains pour une X ou telle raison. Là, le message ne passe plus. Or, les enfants sont spectateurs de ces instructions et de la non mise en pratique de ces instructions. On est un tout petit peu en porte-à-faux. Que faut-il faire? Alors moi, je reste persuadée que les enfants influencent les parents. Hein. Je peux vous dire, quand votre enfant vous dit constamment « Ah tiens maman, tu ne t'es pas lavé les mains, j'ai appris à l'école qu'il faut se laver les mains », je vous dis que petit à petit, les comportements changent également. Donc les enfants, c'est un point important. Alors après, par rapport à la mise en pratique, les adultes, c'est pour ça que je pense que les adultes, à différents niveaux, peuvent être aussi sensibilisés. Nous avons participé, notre ONG, à ce qu'on appelle au Bénin l'éco-train du développement durable pour présenter notre projet avec d'autres partenaires qui étaient là aussi, qui avaient des projets. Et à chaque escale, c'était un train, donc un vrai train qui faisait étape dans chaque ville. À chaque étape, la population, les écoles étaient invitées à venir connaître les projets qui ont été primés lors d'un concours du développement durable au Bénin. Il faut voir la foule qu'il y avait. Il faut voir l'intérêt des jeunes et des familles pour cette question des déchets et de l'hygiène. Donc je pense qu'il suffit vraiment de sensibiliser les gens, mais également de leur donner les moyens, avec ces conditionnements différents, les moyens d'effectuer ce tri. Pour ma part, je pense qu'un organisme agréé par un État pour collecter les ordures ménagères devrait mettre à disposition des familles les différents contenants. On sait qu'en Afrique, les femmes se mobilisent beaucoup autour de la question domestique. Effectivement, les ONG font ce qu'elles peuvent. Les gouvernements, là où ils veulent bien se mobiliser, le font. Mais les particuliers, les particulières même, s'organisent pour ne pas se retrouver sous un amoncellement d'immondices et font en sorte qu'il y ait dans les quartiers un certain nombre de points, en tout cas, de collecte d'ordures ménagères. Sinon, on croule en dessous. Quand on parle du choléra, par exemple, on va faire peur à nos téléspectateurs, là, si vous ne voyez pas le lien qu'il y avait entre la santé, l'hygiène et la salubrité, nous y voilà. Le choléra, par exemple, qu'en est-il exactement? Le choléra, donc, c'est dans les selles donc, que l'être humain fait. Donc, c'est dans les selles qu'on peut le trouver et que malheureusement, quand la salubrité n'est pas bonne, parce qu'il n'y a pas de bon système d'évacuation dans les toilettes, voilà, ça contamine la terre, ça contamine les eaux et malheureusement, c'est ainsi qu'on peut l'attraper. Le choléra donc, provoque des diarrhées très importantes, aiguës, des diarrhées sanglantes. Vous avez peut-être déjà entendu parler des épidémies qui peuvent avoir en Afrique. Ça crée des milliers de morts. Donc c'est vraiment c'est une question d'hygiène. L'hygiène et l'évacuation correcte des selles effectuées par l'être humain permet d'éviter cette infection par le choléra. Et c'est pourquoi, pareil aussi, hein, l'OMS et d'autres structures essayent de favoriser l'assainissement des quartiers, des maisons, en proposant donc des systèmes d'évacuation des selles humaines. Voilà. C'est au 01 45 55 76 87. Le guichet est ouvert. La spécialiste est sur ce plateau. Vous avez des questions, des suggestions. C'est le moment d'en profiter. Lorsqu'on parle du choléra, donc des selles, des diarrhées, allons-y donc vers cette pièce qu'on appelle les toilettes. Les latrines ne sont pas nécessairement, on va dire en Afrique tout au moins, les conditions ne sont pas toujours, les conditions d'hygiène, j'entends, ne sont pas toujours celles qu'il faudrait. Et pourtant, il faut que la vie puisse continuer. Tout à fait. Donc, il faut déjà avoir effectivement un endroit un peu éloigné de la maison, ou disons même à 10 mètres de la maison, hein, qui soit loin d'une nappe phréatique, c'est-à-dire loin d'un point d'eau. Ça, c'est très important pour pouvoir donc aller aux toilettes et mettre des latrines à ce niveau-là. Utiliser parfois des produits qui permettent de désinfecter l'endroit. Donc, il faut normalement nettoyer les toilettes, donc l'extérieur, hein, là où nettoyer l'extérieur, donc régulièrement.
Et ce n'est pas avec de l'eau de Javel et de l'eau. Normalement, il faut vraiment des produits particuliers, enfin des produits d'hygiène standard pour pouvoir nettoyer. On pense souvent que l'eau de Javel et l'eau suffit, non? Alors parlons-en donc justement, que fait l'eau de Javel et pourquoi l'eau de Javel ne suffit pas? Parce qu'on pense que l'eau de Javel, c'est vraiment le gros destructeur des microbes. Si l'eau de Javel ne suffit pas, on est presque embarrassé en tant que ménagère. Oui, voilà, parce que l'eau de Javel, c'est comme un détergent, on va dire, hein, donc ça permet d'enlever une partie des germes, mais pas l'ensemble des germes, puisqu'on a certaines bactéries, on a certains virus qui résistent à l'eau de Javel. C'est pourquoi, même à l'hôpital, hein, beaucoup d'hôpitaux sont nettoyés à l'eau de Javel diluée. Ce n'est pas suffisant. Il faut des produits spécifiques qui permettent d'enlever tous les germes. Et donc, l'eau de Javel seule ou même le Omo, j'ai vu parfois utiliser la poudre Omo comme savon. Et ça aussi, ce n'est pas suffisant. C'est utilisé pour les lessives, mais ce n'est pas normalement suffisant pour les mains. Il y a donc certains virus, certaines bactéries qui ne sont pas détruits par l'eau de Javel et le Omo. Je donne l'exemple. Mais où trouve-t-on ces produits indiqués pour juste enfin détruire ces microbes qui résistent aussi à l'eau de Javel? Alors, c'est dans tous les magasins. Simplement, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de les utiliser. Et c'est pourquoi je pense que l'information, la sensibilisation de la population à ces produits qui peuvent parfois coûter un peu plus cher, mais qui sont beaucoup plus efficaces, parce qu'on peut les diluer. Je ne veux donner aucune marque, hein. L'utilisation de ces produits est très importante également. Tout est une question de sensibilisation, d'information de la population et de mise à disposition, bien sûr, de ces produits, parfois par les organismes internationaux, lors d'une campagne, pour que les gens puissent utiliser une fois et se rendre compte qu'effectivement, ces produits, non seulement sont efficaces pour enlever les germes, mais parfois aussi mettre une bonne odeur dans les toilettes ou dans les autres pièces de la maison. Donc ça, c'est très important. Si on peut faire cela donc pour les toilettes, on les voilà à l'image aussi nettoyées comme il faut. Voilà. Est-ce que pour tout ce qui concerne les points d'eau, vous avez dit qu'il faut que les latrines soient le plus loin possible des points d'eau. Mais quand on met le plus loin possible de la maison, alors quand on met les latrines le plus loin possible de chez soi, c'est très bien pour soi, mais peut-être qu'on se rapproche de la maison d'autrui, du voisin. Alors, c'est pourquoi très loin de chez soi, c'est peut-être, l'expression est peut-être exagérée, mais effectivement, oui, il faut la mettre. S'il faut faire des kilomètres le soir venu, c'est un petit peu gênant. Voilà, il faut en tout cas, loin d'un point d'eau, ça c'est essentiel. Hein, sinon, on a des risques importants d'attraper des maladies diarrhéiques, mais que ça soit à 5 mètres de la maison ou dans un endroit de la maison avec un système d'évacuation qui soit sûr. C'est ça qui est très important. Nous, ici en Europe, les toilettes sont dans nos maisons. Simplement, il y a un système d'évacuation, même quand vous habitez dans un immeuble, qui est commun et qui permet d'évacuer ces eaux souillées, de les évacuer séparément des autres eaux. L'eau qu'on utilise pour se laver les mains n'a pas les mêmes germes que l'eau qu'on utilise dans les toilettes. Prévention, hygiène et salubrité avec Dr Marianne Branco, médecin généraliste, spécialiste de la gestion des déchets hospitaliers. On parle de la nappe phréatique, ce sont donc les points d'eau, les rivières. On sait bien quand on est au village que l'eau arrive là où on se trouve, mais d'où elle est venue en amont, on ne sait pas très bien ce qui s'y est passé. D'aucuns s'en sont peut-être servis comme pour faire de la lessive au moins, soyons mesurés, ou pire, ça pourrait être pire, mais quand l'eau arrive devant nous, ah la belle eau, on s'en sert, on la boit, surprise. Tout à fait. Vous voyez, c'est pour ça que l'accès à l'eau potable est vraiment un des points essentiels pour la lutte contre la pauvreté. Avec l'accès à l'eau potable, les gens peuvent s'hydrater, peuvent se laver les mains éventuellement et également nourrir leur bétail. Donc tout ça, c'est très important. C'est une volonté politique pour donner cet accès-là aux populations. Donc ça ne dépend pas que des particuliers. Des particuliers. Ça, c'est très important. Et je crois, vous l'aviez dit tout à l'heure, l'action des femmes, l'action des familles qui mettent la pression sur leur chef d'arrondissement, sur leur maire, sur leur ministre, leur chef de quartier, est essentiel.
Je vous donne l'exemple de notre projet des déchets biomédicaux. Vous savez qu'à l'hôpital, malheureusement, on peut attraper certains germes qui sont beaucoup plus virulents parce que ce qui nous a amenés à l'hôpital. On appelle ça les maladies nosocomiales. Donc, ce sont des germes virulents résistants à certains antibiotiques. Voilà, parce que le milieu hospitalier est un milieu particulier. Et donc, nous, pour avoir l'autorisation de mettre en place une unité de gestion des déchets biomédicaux dans un hôpital au Bénin, il a fallu que la population se mobilise, porte plainte contre l'hôpital, parce que les fumées de l'incinération des déchets qui avaient lieu tous les jours ou un jour sur deux allaient chez les voisins. Donc, tous les soirs à 18 h, ils toussaient, ils éternuaient à cause de ces fumées toxiques. Oui. Ils ont porté plainte, ils ont donc remporté cette plainte au bout d'1 an, et c'est comme ça que nous, on nous a signé notre dossier, d'accord, pour mettre en place dans cet hôpital l'unité de traitement écologique. Donc, il n'y a plus de fumée. Les déchets sont détruits de façon écologique. Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le cas de le dire. Nous allons prendre, s'il est toujours au téléphone, notre premier téléspectateur. Pardon pour l'attente. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Joseph. J'ai voulu apporter ma contribution à votre discussion. Oui. Et je remarque que, comme on appelle ça là, dans les villages, on suit bien les informations type... les questions qui concernent la propriété, tout ça, et c'est suivi dans les villages. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans nos villes, même les grandes villes, on n'a pas de WC public. Donc les gens, pour comment on appelle, se soulager, ils vont dans les coins, un peu partout. Et ça, c'est vraiment délicat et c'est un truc qu'il faut... que des ONG comme ça essaient de faire comprendre à nos gouvernants pour que ça se passe pour que dans toutes les grandes villes en Afrique, on puisse avoir des WC publics pour la population. Merci, monsieur, pour cette suggestion. Des commentaires, docteur, à ce qu'il vient de nous dire. Bravo à ce monsieur. Il a raison. Hein, l'assainissement de l'environnement, c'est tout le monde à sa part dedans. La mise en place de WC publics est essentielle. Je parle encore du Bénin, je suis désolée, c'est le pays que je connais un peu le mieux. Donc, dans le grand marché que beaucoup connaissent, qui s'appelle le marché Tokpa, dans Tokpa, il y a été mis en place justement des WC publics. Parce qu'il y a une grande population qui vient dans ce marché et il y a aussi énormément de marchands. Donc tout cela produit donc des déchets humains qu'il faut effectivement faire dans des lieux particuliers. Donc les WC publics, c'est essentiel. Ce monsieur a raison. C'est là encore une volonté politique, mais c'est aussi la pression de la population. Et donc, juste la mise en place de WC publics peut permettre d'améliorer l'environnement où on travaille ou l'environnement où l'on vit. Donc, c'est très important. Ce monsieur a tout à fait raison. Lady vous écoute, @telesud.com, c'est notre adresse internet, c'est maintenant d'ailleurs, si vous voulez avoir une réponse en direct. Lorsqu'on parle de cet assainissement de l'atmosphère, il suffit peut-être aussi de ne pas polluer. En Afrique, alors on va y aller à l'envers. En Europe, on voit toilettes publiques marquées ça et là, disait monsieur au téléphone. En Afrique, on ne voit pas souvent de toilettes publiques. Il y en a pas suffisamment peut-être, mais ce que l'on voit, c'est des panneaux marqués « Interdit d'uriner ici ». Et puis là, et puis là, et puis là. Mais il n'y a jamais d'indication pour le bon endroit. Alors peut-être, on va s'adresser peut-être aux messieurs qui ont une facilité d'ordre pratique, je suppose, bien plus que les dames, à se soulager dès qu'il faut, à faire pousser les arbres, à arroser tout ce qui passe par là. Est-ce que ça ne participe pas de cette hygiène et salubrité, s'obliger à ne pas en rajouter une couche, c'est le cas de le dire? Ça, c'est sûr. Vraiment, ça, vous avez tout à fait raison. Je veux juste préciser quand même que les urines sont le plus souvent stériles. Donc on ne craint rien. Voilà. On va dire qu'il n'y a pas trop de germes dans les urines. Il n'y a pas de germes, mais alors d'où provient cette odeur de rose pour parler, voilà. Après, c'est la mauvaise odeur. Et ça puis, effectivement, il y a certains germes parfois quand les gens ont des infections urinaires. Donc là, c'est quelques cas. Hein, voilà. Mais les urines, normalement, c'est un milieu où il n'y a pas trop de Il ne devrait pas y avoir. Voilà, il ne devrait pas y avoir des germes. Par contre, dans les selles, si. Oui. C'est là, il ne faut pas aller faire ces selles n'importe où, parce que ça, c'est sûr qu'on dépose des germes.
Donc c'est pourquoi les toilettes publiques, c'est une solution tout à fait bien. Ou sinon, par habitude, d'aller aux toilettes avant de quitter chez soi, d'aller aux toilettes à son travail, par exemple pour ne pas être surpris par un besoin pressant. Voilà, un besoin pressant lors des trajets qu'on peut effectuer. Donc voilà, c'est des petites habitudes parfois, hein, comme ça, qui permettent d'améliorer la salubrité de l'environnement, ça c'est sûr. Voilà. Mais la présence de toilettes publiques, le monsieur a bien fait d'en parler, j'allais oublier de le dire. Donc c'est vraiment très très important, très important. Donc encore, il faut une volonté politique, il faut la pression de nos populations. Voilà, vous avez à l'écran les images des toilettes perfectionnées que nous avons ici, mais il peut y avoir des toilettes beaucoup plus simples, hein, qui sont tout à fait d'usage facile et pratique. Pareil dans les hôpitaux. Est-ce que vous avez visité les toilettes publiques dans les hôpitaux? C'est catastrophique. C'est pourquoi, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Il faut aussi des équipes avec les bons produits pour nettoyer ces toilettes publiques qui peuvent se trouver dans l'hôpital parce que c'est encore une source d'infection. Voilà. Et c'est les toilettes qui sont utilisées par la population qui vient rendre visite aux patients. Voilà, hein, parce qu'il y a les toilettes dans le bâtiment, l'hôpital même, où ça c'est utilisé par les patients, c'est encore autre chose. Alors, n'en sortons pas des toilettes, puisque nous y sommes. Depuis tout à l'heure, on voyait cette dame qui essaye désespérément de trouver une petite pièce pour ouvrir la porte de ces toilettes publiques. Les toilettes publiques, donc, souvent, il faut payer. Et ça, payer pour aller se soulager, tout le monde n'a pas forcément envie de mettre la main dans le porte-monnaie. Donc, quand bien même il y en a des toilettes publiques, des lieux où on doit donner une petite pièce pour l'entretien de ces lieux-là, pour les tenir propres, souvent, d'aucuns ne vont pas vouloir le faire. Les hommes et les femmes sont-ils égaux devant le besoin impérieux d'aller faire un petit pipi? Je pense que les hommes et les femmes sont égaux, en tout cas dans le désir de vivre dans un environnement propre. Ça, oui. Voilà, je pense qu'il n'y a pas tant de différence par rapport à ça. Il faut peut-être le rendre en Afrique, ces toilettes-là publiques gratuites. Voilà, avec quelqu'un qui travaille, pourquoi pas. Sinon, payer 25 francs CFA pour y aller, pourquoi pas. Voilà, effectivement, il faut réfléchir quel est le meilleur système à mettre en place dans nos pays africains, parce qu'on ne peut pas faire du copier-coller comme en Europe. Hein. Quel est le meilleur moyen pour que les gens utilisent réellement ces WC publics et que ces WC soient tenus propres constamment. Donc ça crée des emplois hein, également pour mettre à la disposition des gens des WC publics propres. Vous disiez tout à l'heure que l'urine est stérile. Normalement, je vous répliquais que l'odeur est telle que elle vous indique où se trouvent d'ailleurs les toilettes publiques. Et rien que cela peut paraître décourageant. Nous allons prendre Madame à Lyon au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Madame. Oui, ben écoutez, je voulais intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui. Oui. Donc sur l'hygiène et la salubrité. Je voulais dire que en fait, en Afrique, il y a deux modes de vie qui cohabitent. Enfin, à mon avis, quoi. Oui. Parce qu'il y a un mode de vie, on va dire, un peu moderne, où les gens vivent en ville, mais où n'ont pas souvent beaucoup d'espace. Notamment, je veux dire déjà, pour vivre eux-mêmes, c'est-à-dire en termes de conditions de vie, les chambres sont pas aménagées de la même manière que dans les villages. Dans les villages, c'est vrai, on ne construit pas de manière moderne, mais il y a plus d'espace. Donc, pour certaines choses, c'est beaucoup plus facile dans les villages. Enfin, à l'époque, hein, j'imagine, parce que bon, ça fait longtemps que je suis pas allée dans les villages, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile. Quand on voulait se soulager, on allait dans la brousse ou au bord d'une rivière, je sais pas. Et donc, même quand on se soulageait, l'eau entraînait certains déchets. Donc, je pense que ça ne stagnait pas. Alors que dans les villes où les constructions sont beaucoup plus petites, où les gens vivent presque comme dans des bidonvilles, parfois aussi, les gens sont dans une espèce de promiscuité et tout ça s'engendre aussi, ça multiplie aussi les problèmes d'hygiène, je pense. Donc, je pense que si déjà au niveau des constructions, sans pour autant mettre des sommes énormes dans les latrines et tout ça, si on construisait de manière, je vais dire, un petit peu plus organisée comme ici, c'est-à-dire avec des pièces minimum, des espaces minimums pour certaines pièces, peut-être que ça pourrait aussi permettre aux gens, voilà quoi, d'être un petit peu mieux dans leur cadre de vie. Merci Madame pour votre participation. Des commentaires, je voudrais lui emboîter le pas d'ailleurs. Vous êtes médecin, je le rappelle. Est-ce que véritablement les maladies baisseraient de quel pourcentage, imaginons, si
tout le monde était vraiment soucieux, ne se fût-ce que de se laver les mains en sortant des toilettes, en arrivant de l'extérieur lorsqu'on rentre chez soi, avant de mettre un aliment dans la bouche, se laver les mains, laver les fruits avant que de les manger. Est-ce que véritablement les maladies en auraient un pourcentage tel que tout le monde y gagnerait? Tout à fait. Je veux juste rebondir sur ce que cette auditrice a dit. C'est le bon sens. Vous voyez que la population a beaucoup de bon sens et peut participer à l'amélioration de l'hygiène de son cadre de vie. Ça, c'est très important. On ne peut pas faire sans la population. En tout cas, par rapport au mode de vie qu'elle a précisé, effectivement, le fait de vivre ensemble dans un petit espace engendre une promiscuité qui peut entraîner des maladies. Donc, votre question, effectivement, est tout à fait aussi pertinente. Il faut, normalement, pour éviter les problèmes de diarrhée, je vous donne l'exemple, il y a 5000 morts par an d'enfants de moins de 5 ans pour des maladies diarrhéiques. Donc, par an, pardon, excusez-moi, pas par an, par jour. 5000 morts par jour. Oui, dans le continent africain, par jour, pour ces maladies diarrhéiques. Et ces maladies diarrhéiques, on les obtient par, effectivement, des aliments mal lavés, des mains qui ne sont pas correctement lavées. La contamination des germes, des sels. Tout à fait. Vers les aliments. Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que de mettre, comme on en a parlé tout à l'heure, un point d'eau, enfin, des toilettes loin des points d'eau, c'est essentiel, parce qu'elle parlait, votre auditrice, à la campagne, on va près d'une rivière. Non, c'est pas trop bon, hein, parce que c'est de l'eau aussi qu'on utilise pour se laver les mains ou pour boire, et donc c'est vraiment dangereux pour ces germes-là. Voilà, je ne me rappelle plus la fin de votre question. Non, la fin de la question étant, mais vous avez répondu véritablement, est-ce que il y aurait... Le pourcentage, alors 80% des maladies, en tout cas diarrhéiques, peuvent être diminuées par ces petits gestes. Du lavage des mains quotidien, en rentrant chez soi, en sortant des toilettes, avant de cuisiner, pour que nos mains soient propres en cuisinant, 80%. C'est pour vous dire que c'est un petit geste qui dure, voilà, vous me parliez aussi tout à l'heure de la durée, pour se laver les mains, donc il faut avoir l'eau propre, il faut avoir effectivement le bon savon, et il faut au moins se laver les mains au moins 1 minute. 1 minute? Voilà, 1 minute permet effectivement de bien se frictionner. Alors, on apprend ça aux enfants, hein, de bien se frictionner la paume des mains, mais aussi derrière les mains et nos ongles. Et d'utiliser après l'eau pour enlever tous les germes qui se seront attachés au savon. Donc voilà, c'est des petites choses simples, mais qui diminuent de façon très importante, donc 80% les maladies diarrhéiques et donc les risques de décès par ces maladies-là. Petite précision, l'eau étant rare, précieuse et chère pour ceux qui n'en ont pas, surtout, la minute qu'il faut pour se laver les mains, c'est la minute l'eau qui coule ou c'est la minute du frottage? Très bien, vous avez raison, c'est la minute du frottage. On prend un peu d'eau pour se humidifier les mains, on prend le savon et on frictionne. Et on doit frictionner 1 minute pour après prendre à nouveau de l'eau pour évacuer le savon qu'on a utilisé. Voilà, donc c'est la friction des mains qui dure 1 minute. Vous parliez du bon sens des habitants en général, de l'impact des femmes dans la prise de ces décisions, puisque quand on attend que le chef de quartier, le chef de famille, monsieur le chef de famille ou le chef du gouvernement daigne se pencher sur ces questions a priori abstraites, sauf quand il y a une épidémie de diarrhée qui fasse que tout le monde a envie de réagir, de l'impact, de l'implication des femmes donc au cœur de ce processus. Est-ce qu'il y a des dispositifs où avez-vous noté ça et là? Vous parliez du Bénin tout à l'heure, l'engagement des femmes sur ce front-là, d'une part, et d'autre part, les femmes de la diaspora qui sont partout en dehors de l'Afrique, comment peuvent-elles accompagner des initiatives locales? Car il y a peut-être des besoins, de quoi auraient besoin ces personnes qui veulent faire quelque chose. Voilà, donc je pense qu'effectivement, les familles, les femmes se réunissent déjà en association. Et au sein de ces associations-là, on peut véhiculer ce message pour qu'elles-mêmes, dans leur quartier, puissent
améliorer le cadre de vie. Donc ces femmes sont souvent très dynamiques, sont des mères au foyer très souvent, mais également des femmes qui travaillent et qui peuvent donc influencer la gestion de leur quartier. Je pense qu'à travers ces associations communautaires, c'est tout à fait possible. L'implication de la diaspora, je pense qu'elle est essentielle puisque nous sommes en contact quotidiennement ou en tout cas chaque semaine, chaque mois avec nos parents qui sont en Afrique. Et donc c'est un moyen également, toujours dans notre situation, pour notre projet sur la gestion des déchets biomédicaux, c'est l'association des anciennes élèves. Ce sont des femmes uniquement du cours secondaire. Sur ce sont des femmes uniquement, voilà. Ça nous interroge. Donc c'est l'association des anciennes élèves du cours secondaire de Notre-Dame de Cotonou, qui était un collège, qui est toujours un collège d'ailleurs. Ce sont ces femmes-là qui vivent en France, qui se sont mises en association depuis des années. Et ayant entendu parler de notre association, elles ont voulu participer financièrement à la mise en place donc d'une bonne gestion des déchets biomédicaux au Bénin, parce qu'elles ont compris l'importance pour l'environnement, l'importance pour les familles. Voilà, donc je pense que ce lien avec la diaspora est très important pour pouvoir avoir les financements parfois qui sont nécessaires pour avancer et mettre en place des projets, pour avoir les bonnes informations et puis tout simplement pour s'encourager. Parce que l'hygiène, elle est partout, elle est ici aussi en Europe. Donc les familles en Europe, comme les familles en Afrique, ont besoin de s'encourager, de se motiver à avoir un environnement sain. C'est un sujet dont vous lavez les mains, madame, monsieur qui nous regardez aujourd'hui. Je vous trouve bien timoré au téléphone. Parlons du paludisme. Vous avez parlé là du choléra. Alors, le lien entre l'hygiène, la salubrité et le paludisme. Voilà, très bien. Vous faites bien d'en parler aussi. Je vois que vous avez les bonnes questions. Effectivement, le paludisme, donc tout le monde sait que c'est à travers le moustique qui contient le parasite qui nous infecte. Et en fait, quand il y a des eaux stagnantes, en saison des pluies, des eaux stagnantes autour de la maison, c'est là où ces moustiques peuvent pulluler et donc être en grande quantité et transmettre de ce fait-là le paludisme. Donc l'assainissement de l'environnement fait partie aussi de la lutte contre le paludisme. Donc vous voyez que dans différents programmes de santé, on a parlé du choléra, on a parlé donc du paludisme et donc bien d'autres choses, la lutte contre le sida, etc. L'assainissement de l'environnement, l'hygiène est essentielle. Donc c'est un thème qui est transversal dans tous ces projets et tous ces programmes nationaux de santé. C'est essentiel. La santé familiale, bien sûr, la lutte contre le sida, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre les maladies donc diarrhéiques, tout ça, ça fait partie. L'hygiène est au cœur de ces politiques de santé et devrait l'être du moins. C'est la préoccupation des habitants, plutôt que de chercher des médicaments contre le paludisme seulement, peut-être qu'il y a assez bonnes pratiques. Vous parlez d'assainissement, les eaux stagnantes, ce sont les flaques d'eau du fait de la pluie. Tout à fait, c'est ça. Donc avoir à cœur de les assécher. Exactement, ou d'inciter son chef d'arrondissement, son chef de quartier. Chefs, vous savez bien ce que c'est qu'un chef. Le chef a toujours raison. Tout à fait, mais ça passe effectivement déjà par la population pour soit aplanir une zone autour de la maison qui est parfois un peu sous forme de cuve et qui va donc récupérer les eaux stagnantes. Ça veut dire qu'en saison sèche, il faut avoir une forte pression de son maire, de chef d'arrondissement pour que le quartier soit aplani, pour pas qu'il y ait des eaux stagnantes et qu'il y ait aussi des canaux de récupération des eaux de pluie. Ça également, c'est important. Donc, la famille peut, à la rigueur, creuser une petite ravine devant la maison pour que les eaux s'évacuent vers le canal quand il existe. Mais je pense que les familles seules ne peuvent pas faire énormément de choses pour l'élimination des eaux stagnantes. La seule chose qu'elles peuvent faire, ce sont les pots de fleurs. Les pots de fleurs qu'on a dans la maison, qui parfois sont remplis d'eau, tout ça, ce sont des eaux stagnantes. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Vous faites bien de le dire. Alors voilà. On court après l'eau qui est à l'extérieur et on oublie l'eau qui est chez soi. Oui. Ou parfois on a des récipients pour récupérer l'eau de pluie. C'est bien, mais dans ce cas-là, il faut les couvrir pour pas que ça crée un milieu où tous ces moustiques vont pulluler. Donc c'est très important effectivement que dans la maison aussi, au niveau des plantes,
qu'on peut avoir sous forme de pot. Quand c'est un jardin, bon, là, il n'y a pas énormément de choses, mais simplement évacuer quand même l'eau du jardin en traçant quelques ravines qui permettent d'évacuer à l'extérieur l'eau qu'il peut y avoir dans le jardin quand on a la chance d'avoir un jardin chez soi. Voilà, mesdames, ne réclamez plus un bouquet de fleurs parce que derrière le bouquet de fleurs se cache un méchant moustique qui pourrait nuire à toute la famille. Donc, vaut mieux avoir des plantes en pot que des fleurs coupées. On peut avoir des fleurs, c'est simplement de changer régulièrement l'eau. Hein, voilà. Alors, nous, on aime toujours les fleurs, nous les femmes. Puisqu'on parle du paludisme, la citronnelle est une plante, nous dit-on, qui éloigne les moustiques. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est effectivement, la citronnelle rend désagréable l'environnement pour ces moustiques. Donc, on peut s'en badigeonner quand on dort ou quand on fait sa sieste, on peut s'en badigeonner, mais ce n'est pas suffisant. Il faut le soir porter des vêtements longs pour ne pas risquer de donner son bras ou sa jambe à manger aux moustiques. Et puis surtout, il faut avoir une moustiquaire. Ça, c'est très important quand on dort, que ce soit la nuit ou quand on fait une sieste. Pour les enfants, c'est essentiel, pour les adultes également, de dormir sous moustiquaire. C'est des petits gestes qui permettent de diminuer très fortement les piqûres de moustiques. Donc c'est ça qui est important également. Et donc c'est pourquoi, je crois, l'OMS et d'autres organismes, la Banque mondiale, je le sais, ont distribué gratuitement des moustiquaires imprégnés, c'est-à-dire à la fois ça fait un filtre physique, mais imprégné parce qu'il y a un produit particulier qui permet répulsif, qui permet donc d'empêcher les moustiques d'approcher de la moustiquaire. Donc tout ça c'est important. Mais alors, cet effet répulsif de ces produits-là, est-ce que c'est le même pour celui de la citronnelle? Est-ce qu'on pourrait imaginer que si toutes les maisons avaient autour, au bas des fenêtres par exemple, des plantes de citronnelle, il y aurait moins de moustiques véritablement? Alors non, ça suffit pas. Hein. C'est vrai que la citronnelle, c'est une prévention, on va dire, primaire, c'est-à-dire de premier rang, qu'on peut mettre sur la peau, qu'on peut mettre en encens chez soi, donc qui peut essayer effectivement de répulser un peu les moustiques. Mais le produit qu'on met dans les moustiquaires imprégnés est beaucoup plus fort, hein, puisque c'est un produit chimique qui a été étudié et qui permet d'empêcher totalement les moustiques d'approcher. Alors justement, ce produit-là, pardonnez-moi de vous interrompre, sur les moustiquaires imprégnés, il reste à vie sur la moustiquaire, ou est-ce qu'au bout d'un moment, on a la moustiquaire, mais on n'a plus l'effet du produit parce que le temps passe? Voilà. Alors une moustiquaire imprégnée est utilisable, on va dire, 2 ans. 2 ans, et après, normalement, il faudrait la changer. Ou la réimprégner. N'y a-t-il pas des produits que l'on puisse... Je ne connais pas, mais peut-être, c'est une piste. Hein, je ne connais pas de système de réimprégnation des moustiquaires, mais peut-être que je suis mal informée. Hein. C'est vrai que je n'ai pas toutes les informations à ce sujet. Parlons donc du tétanos. On a fait le choléra, le paludisme, le tétanos. Donc c'est aussi un lien avec l'hygiène de la santé. Tout à fait. Alors, qui est ce vilain tétanos? Voilà, le tétanos, c'est une bactérie qu'on peut attraper en faisant son jardin, parce que c'est un germe qui se trouve dans la terre, qui peut souiller des instruments également qu'on utilise, que ce soit un couteau ou d'autres instruments qu'on utilise. Et donc, c'est important pour le tétanos, en fait, la meilleure prévention, c'est d'utiliser des gants quand on fait son jardin, mais la meilleure prévention, c'est d'être vacciné. C'est un vaccin qui est obligatoire dans le monde entier et qui donc il y a tout un système de rythme de vaccin à faire. Et quand on est adulte, souvent on l'oublie. Même moi ici en Europe, je suis obligée de rappeler aux parents qu'eux aussi doivent être vaccinés contre le tétanos et donc faire leur rappel tous les 10 ans. Ça, c'est le rythme pour les adultes et tous les 5 ans pour les enfants. Voilà. Et donc c'est un germe qui peut être totalement éliminé grâce à ça, au fait d'être vacciné et d'être revacciné régulièrement. C'est très important. Vous allez bientôt partir en vacances, madame, monsieur. Ruez-vous sur votre carnet de santé, si seulement vous savez même où il se trouve, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on le cherche, on ne le trouve pas, pour vous assurer donc que votre dernier vaccin contre le tétanos, date bien de moins de 10 ans pour les adultes. Pour les adultes. Et pour les enfants, de moins de 5 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez parlé de jardinage, il faut mettre des gants, très bien. Mais quand on est une agricultrice, un agriculteur, on a les mains dans la terre en permanence. Les gants, de toute façon, il n'en est même pas question. C'est le vaccin, en fait. Hein, la
la meilleure barrière, c'est le vaccin. Quand on est vacciné correctement, qu'on fait son jardin, qu'on est agriculteur, qu'on se blesse, là, on n'a pas de risque d'attraper le tétanos. Donc, c'est le vaccin qui est très important. Et c'est pourquoi je pense que nos différents ministères de la Santé devraient mettre en place des centres de vaccination. Des centres de vaccination. Ça, c'est très important pour pouvoir mettre en dehors des campagnes de vaccination qui existent, qu'il y ait des centres de vaccination pour les familles à prix, on va dire, moindre, pour que les vaccins les plus importants soient accessibles. Nous avons un mail d'un monsieur qui nous dit « Je suis en train de suivre votre émission. Veuillez demander à votre invité que je salue de dire le nom des appareils qui permettent de détruire les déchets médicaux sans les brûler et comment et où peut-on s'en procurer. Aussi, les appareils collecteurs de ces déchets. Si elle peut le faire en direct, veuillez lui donner mes coordonnées pour qu'elle me les communique. On va les communiquer à tout le monde. Merci, monsieur, pour votre message. Alors, on va tâcher d'apporter réponse à cette question. Voilà. Donc, pour éviter d'incinérer les déchets biomédicaux, donc il y a un système qu'on appelle une machine de broyage stérilisation. Il en existe de différentes marques. Nous avons choisi une machine qui s'appelle Ecodas, qui est fabriquée en France et qui a la particularité d'être verticale. Donc elle ne prend pas beaucoup d'espace et ça permet de détruire une grande quantité de déchets biomédicaux. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de les broyer en petites parties puis de les stériliser dans une cuve inférieure et on récupère des fibres donc qui sont stérilisés et qui sont considérés comme des ordures ménagères classiques simples. Donc c'est un système. Sinon, il y a d'autres techniques qui sont parfois plus délicates à utiliser. C'est donc toujours le broyage suivi de la stérilisation par des micro-ondes. Alors c'est une technologie qui est un peu plus complexe, qui nécessite voilà, des moyens de transvasement pour que les déchets soient transvasés dans d'autres systèmes pour que ça passe comme un système de micro-ondes, mais bon, particulier, hein, bien sûr, industriel, qui permet de stériliser et donc d'évacuer tous les germes qui seront contenus dans ces déchets biomédicaux. C'est les techniques, je dirais, les plus répandues, en dehors donc de l'incinération, puisque dans nos pays, les déchets sont soit incinérés à l'air libre, et ça c'est terrible, ça dégage énormément de dioxine et de furane qui sont des toxiques importants, ou sinon ils sont incinérés dans des fours artisanaux. On appelle ça des fours de type Montfort, voilà, qui sont fabriqués mais qui malheureusement ne sont pas très efficaces et se détériorent très rapidement. Donc quoi qu'il en soit, il faudrait réserver l'incinération des déchets biomédicaux uniquement aux pièces anatomiques humaines, c'est-à-dire quand on est, voilà, vous avez vu les images et les fumées noires toxiques qui se dégagent. Donc c'est vraiment néfaste pour la santé des populations, ça c'est sûr, et des professionnels de santé aussi qui sont dans ces hôpitaux. Normalement on devrait réserver l'incinération en petite quantité uniquement pour les déchets anatomiques humains, c'est-à-dire quand on vous opère, malheureusement on vous coupe un bras, on vous coupe une jambe, voilà, ce sont des déchets qui ne peuvent pas passer dans les systèmes de broyage stérilisation qui doivent être incinérés. Donc ça serait 0,5% de la quantité des déchets biomédicaux, c'est pour dire. Donc le monsieur a bien fait d'en parler. Voilà les différentes techniques qui existent et je pourrais donner les coordonnées très volontiers. Nous allons prendre Madame Arène au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Je vous remercie particulièrement pour vos émissions qui édifient le monde. Merci bien Madame. Alors, j'aimerais bien poser la question à la dame qui est invitée sur le plateau. Alors, bonjour madame. Bonjour, je vous écoute. Bon, ma question est la voici. Donc, nous vivons une époque centrée sur l'écologie. De plus en plus en France, on suggère aux personnes vivant dans les habitations individuelles d'opter pour le système des WC secs, sans évacuation d'eau. Donc, c'est un système basé sur du compostage. Tout à fait. Alors, pour expliquer un petit peu aux éditeurs, donc c'est un système qui consiste donc après le besoin de jeter de la poussière de bois, donc la sciure de bois, et un peu de compost broyé. Alors par rapport à l'hygiène, que pensez-vous de ça, de ce système? Voilà ma question.
Voilà, merci pour votre question. Effectivement, c'est une bonne solution. Ça permet d'éviter l'utilisation d'eau. Effectivement, vous savez que quand on tire une chasse d'eau, il y a, on va dire, presque 10 litres d'eau qui sont évacués. Donc 5 à 10 litres, ça dépend des systèmes. Donc c'est beaucoup d'eau jetée, effectivement. Donc il y a ces systèmes-là qui permettent de mettre des copeaux, comme vous avez dit, de bois au niveau des cuves de récupération, donc des sels. Et ça permet après de faire une fermentation qu'on utilise comme ferment, donc pour l'agriculture. Donc après un certain temps, bien sûr, de fermentation, ça peut être aussi mélangé aux ordures alimentaires, aux déchets alimentaires, comme je parlais tout à l'heure des déchets, des pelures de fruits ou de légumes, voilà, des tubercules. Donc tout ça mélangé peut effectivement créer ce qu'on appelle le compost, donc qui est composé d'éléments, de bactéries qui sont utiles pour l'agriculture. Donc c'est un moyen, pourquoi pas, d'assainir l'environnement en utilisant donc des toilettes qui n'utilisent pas de l'eau, mais il faut donc avoir à disposition des copeaux de bois pour les mélanger aux sels humaines. Donc c'est une bonne idée. Les copeaux de bois, c'est du bois, que le bois, c'est des arbres, que les arbres en moins, on pollue la planète, en tout cas on lui crée du tort, et ça n'est pas ce qu'il y a de plus accessible, les copeaux de bois. Alors ça dépend dans quel pays on vit, mais si on est au Gabon avec la forêt majestueuse du Gabon, effectivement il y a une grande industrie une grande industrie de bois, donc effectivement on peut récupérer ces systèmes-là sous forme de sacs et puis pouvoir le distribuer, le vendre ou le donner tout simplement aux populations. Donc c'est un système. Vous voyez, comme je le dis encore, le bon sens de la population et puis les idées qui existent, puisque constamment on essaye, les spécialistes de l'environnement essayent de trouver des systèmes qui permettent d'être efficaces et d'utiliser le moins d'eau possible, effectivement. Vous parliez des initiatives des populations pour faire pression, parce qu'il y avait donc, c'était le cas du Bénin, cet exemple-là où il y avait cette émanation de gaz toxiques, de fumée toxique. On avait les belles images fortes à propos de notre réalisateur tout à l'heure. Que peuvent faire les habitants d'une localité où il y a des usines qui ne sont pas là pour intoxiquer initialement, mais qui dégagent, parce qu'elles utilisent tel ou tel procédé, on voit des fumées qui montent. Il y a des quartiers dans certains pays où on arrive, et c'est vraiment caractéristique de certains endroits autour des fabricants de boissons gazeuses, de bière, il y a ces émanations, il y en a d'autres encore. Est-ce que la Provence, par exemple, les produits que l'on utilise pour nourrir les animaux, qui dégagent quand même des odeurs qu'on trouverait mieux à respirer en tout cas, est-ce que toutes ces choses-là sont réellement toxiques ou est-ce que c'est juste désagréable? Un peu comme l'odeur de l'urine, vous l'avez dit, urine stérile, mais pipi qui sent mauvais, c'est pas terrible pour le quotidien. C'est effectivement quand même un peu toxique. Donc c'est sûr que les populations devraient se mettre en association parce qu'ensemble, on est plus fort. On peut mettre la pression pour non seulement avoir l'information, ne serait-ce que ça, qu'il y ait un document qui a fait l'étude des fumées dégagées par telle industrie qui est située dans notre quartier pour connaître déjà quel est donc le produit toxique qui est répandu dans l'air ou dans les sols parfois. Parfois c'est de l'eau toxique qui est évacuée. Donc vraiment de se réunir en association pour avoir au moins les informations et obliger l'industrie à mettre en place des mesures. Ça, c'est la pression de la population associée à la pression des politiques. C'est essentiel. Donc d'abord l'information et ensuite effectivement la pression pour que ces industries mettent en place des choses. Je sais que dans différents pays africains, certaines industries importantes mettent en place des centres de santé qui sont accessibles à la population. Vous voyez, c'est des petites choses qui permettent de protéger la population et de prévenir certaines maladies qui peuvent être tout à fait évitées. Est-ce que la diaspora peut faire quelque chose de là où elle est pour les pays en Afrique dans la question de l'hygiène et la salubrité? S'agirait-il de faire acheminer du savon ou des produits vous avez dit des gels hydroalcooliques, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait tout de même? On est loin, le microbe est là où il est, il n'est pas là où on se trouve peut-être, mais que peut-on faire pour pouvoir accompagner ces dynamiques-là? Alors moi j'en suis la preuve, je suis de la diaspora puisque je suis médecin ici en France, mais mon projet est au Bénin, en Afrique. En fait c'est simplement de réunir les bonnes volontés, qu'elles soient ici
et également là-bas. On ne peut rien faire sans nos confrères, que ce soit la médecine ou l'environnement sur place, et sans la population sur place. Donc c'est une synergie, un lien qu'il faut mettre en place pour qu'on puisse trouver les financements, qu'on puisse mettre en place les bons projets qui permettent effectivement d'assainir l'environnement dans nos pays africains. Ça, c'est essentiel. La diaspora a un grand rôle à jouer, je trouve, de ce point de vue-là. Donc nous, par exemple, c'est le contact avec nos confrères sur place, dans différents pays africains et pas simplement au Bénin, qui a fait surgir l'importance de l'hygiène hospitalière, qui nous a obligés à nous asseoir, à réfléchir, à trouver quelles sont les solutions alternatives à l'incinération qu'on pouvait mettre en Afrique. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce système-là, avec cette machine de broyage-stérilisation, mais ça ne suffisait pas. Il fallait en même temps voir quels sont les autres défis qu'il y a, c'est-à-dire les problèmes de coupure d'électricité, si bien que le bâtiment que nous construisons, là, que nous avons construit, pardon, utilise l'énergie solaire pour que la machine que nous amenons puisse fonctionner toute la journée sans problème. Donc vous voyez, il y a toute cette synergie entre nous qui sommes ici et eux qui sont là-bas pour mettre en place des projets de développement durable et de santé publique qui sont essentiels. Donc quels sont les besoins de ces associations sur place? Parce qu'on a le réflexe de dire on envoie du dentifrice, on envoie du savon, on envoie, si on envoie des Western Union, pardon pour le mot, on envoie toujours quelque chose. Quels sont les besoins sur place? Que peut faire monsieur, madame, une telle qui nous regarde, qui n'est peut-être pas forcément dans une association, qui n'est pas engagée plus que cela, mais qui voudrait quand même pouvoir accompagner? Ou alors faut-il attendre que les diarrhées soient une pandémie pour commencer à envoyer des solutions, dit-on, salées, sucrées, je ne sais pas? Oui, voilà, oui, qui effectivement des solutions de réhydratation. De réhydratation, voilà. Alors est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire? Bien sûr. Déjà, il y a une société guinéenne qui a mis en place un système très astucieux de solidarité qui permet aux Guinéens qui sont en France de payer 10 €, 20 € par mois pour que leurs parents au pays obtiennent le savon, l'huile, le riz nécessaires pour un mois. Ça, c'est une solution. Vous voyez, c'est une solution pratique, quotidienne. Au lieu d'envoyer des Western Union, on envoie le produit. On envoie, voilà, la famille récupère. Voilà, c'est la société qui s'appelle Wontara, W-O-N-T-A-R-A, et voilà, qui a vraiment mis en place un système de solidarité qui est formidable. Donc, tout un chacun peut peut-être faire ça également. Sinon, en parlant de ce qu'on peut faire sur place, je crois qu'il faut créer sur place dans nos pays des industries pour le savon, ça existe déjà, hein, mais les répandre pour le savon, pour tous les produits d'hygiène, parce qu'il y a la capacité de mettre en place ces industries qui vont créer énormément d'emplois et qui vont permettre que ces produits soient moins chers puisqu'ils seront de fabrication locale. Ça, c'est très très important. C'est la vision d'avenir que nos ministères devraient avoir, parce qu'il est essentiel de fabriquer en Afrique. C'est une population qui est extrêmement jeune, qui a besoin d'emploi. Hein, et pour éviter qu'on envoie de l'argent constamment, il est possible de mettre en place donc, des projets durables qui vont donner de l'emploi et qui vont mettre sur le marché africain des produits accessibles par tous. Accessible par tous. Est-ce que vous pensez que le consommateur, les consommatrices auraient envie d'acheter des produits parce qu'ils coûtent moins cher, faits localement ou dans la sous-région, plutôt que de faire acquisition de ces produits venus d'ailleurs, dont on pense toujours qu'ils sont plus efficaces? Voilà, c'est une question de marketing, on va dire, et d'information. C'est très important. Moi qui suis professionnelle de santé, j'ai eu l'occasion, lors de mon cursus de formation de médecin, de faire 3 mois au CHU Cocody à Abidjan. Ça a été très formateur. C'est pour vous dire que, en fait, dans nos pays, on a énormément de bons professionnels, énormément de ressources. Il faut simplement que parfois les Africains s'en convainquent et comprennent qu'en Afrique, on peut créer, fabriquer aussi bien qu'ailleurs. Voilà, c'est simplement qu'il faut effectivement un cadre qui favorise ça. Donc vous parliez des associations de femmes par exemple. Elles ont besoin d'être parfois aiguillonnées sur les bonnes informations pour voir dans leur quartier quelle est la solution qui sera adaptée à leur quartier. Trouver des professionnels qui vont les aider à mettre en place ces solutions auxquelles elles auront réfléchi.
et également trouver les financements. Et parfois, il ne faut pas énormément d'argent pour mettre en place un WC public dans le quartier, pour mettre en place un point d'eau avec de l'eau potable, par exemple, quand c'est difficile d'en avoir chacun dans sa maison, pour mettre en place une petite coopérative qui permet d'avoir les poubelles et les sacs poubelles pour les différents contenants. Vous voyez, c'est des choses qu'on peut faire ensemble, qui ne nécessitent pas énormément d'argent, mais qui nécessitent des compétences, ça c'est vrai. Et je pense que l'échange, la synergie entre la diaspora et nos familles, nos confrères sur place est essentiel pour ça, pour mettre cette synergie en place et ne pas attendre que ça vienne d'un ministère, ne pas attendre que ça vienne d'un organisme international. Les Africains, dans leur bon sens quotidien, peuvent être solidaires et mettre en place ces petites solutions. Alors, bon sens, certes, vous avez dû l'entendre, médecin de votre État. Moi, je l'ai entendu pour avoir vécu longtemps en Afrique et avoir voyagé. Ça et là, on entend dire « Oh, mais les microbes ne tuent pas les Noirs ». Oui. On se trouve très résistant, donc on le dit de manière anodine pour dire je mange un fruit, je ne le lave pas ou je ne me lave pas les mains. Est-ce que c'est une véritable, est-ce que c'est une affirmation gratuite ou est-ce que c'est vrai? On prend pour exemple tous les aliments que l'on achète au bord des routes qui sont emballés dans du papier recyclé, des papiers de ciment, des papiers de cahier, des papiers du journal. Est-ce que c'est un vecteur aussi de microbes ou pas? Est-ce que ça n'est pas bien grave? Est-ce que la poussière qui s'est accumulée dessus n'est pas si méchante? Qu'en est-il en termes d'hygiène, de salubrité et de santé? Non, c'est quand même une légende de dire que les Africains... Alors c'est vrai que quand on vit dans un milieu, notre organisme s'adapte à ce milieu et on crée des anticorps, c'est-à-dire le germe qui est en contact avec nous provoque une réponse de notre corps, une réponse pour nous protéger de ce germe. Donc certainement les Africains ont peut-être un peu plus d'anticorps étant donné l'environnement dans lequel ils vivent. Mais l'hygiène est essentielle. On a quand même trop de morts. La mortalité infantile en Afrique est quand même 100 fois plus importante que celle de l'Europe. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des conséquences. C'est une légende de dire que les microbes ne tuent pas l'Africain. Donc c'est sûr qu'on est plus résistant dans son cadre de vie puisque le corps s'adapte. Mais il faut vraiment améliorer l'hygiène de nos quartiers, l'hygiène de nos maisons, l'hygiène sur notre lieu de travail, parce qu'il y a des germes qui sont universels, et ces germes-là, malheureusement... Et qui font fi de la couleur de la peau. Je vous dis 5000 décès d'enfants de moins de 5 ans par jour pour des maladies diarrhéiques en Afrique. C'est trop. C'est trop. En Europe, c'est peut-être 0,1. Enfin, si je dis 5000 en Europe, c'est peut-être 1. Donc vous voyez que c'est vraiment... non, il faut faire... C'est très important d'avoir une bonne hygiène par le lavage des mains, tout simplement, comme on l'a dit dès le début de l'émission. Alors justement, pour parler du lavage de mains, encore une fois, est-ce que c'est la mousse qui lave ou est-ce que c'est le produit avec ou sans mousse? Parce que quand ça ne mousse pas, les enfants notamment se disent il ne se passe rien. Voilà, avec ou sans mousse. C'est vrai, quand ça mousse, on a l'impression qu'on se lave encore mieux les mains et cette émulsion, on va dire, récupère un peu des germes, effectivement. Mais même quand ça mousse pas, du moment qu'on a le bon produit, ça permet donc d'être détergent, donc d'enlever un certain nombre de germes et donc du coup d'avoir les mains propres, aussi propres qu'on peut l'avoir. Donc ce n'est pas simplement le produit qui mousse qui permet d'avoir une bonne hygiène des mains. Voilà, il faut surtout avoir les bons produits. On a parlé du paludisme, du choléra, du tétanos. Moi, j'ai bien envie de parler des mouches. On a parlé des moustiques aussi. Alors, les mouches qui sont là, on ne peut rien y faire, qui partent du verre d'un tel à l'assiette d'une telle autre, aux couches sales du bébé d'à côté, à la bestiole, à l'animal domestique. Au sel. Ouais, je n'osais même pas le dire. Alors, ces mouches qui sont là avec nous, que faire? Alors, je pense que ça passe déjà par, quand on a un verre ou une bouteille, de bien la couvrir. Déjà, c'est la moindre des choses. Et puis, d'éviter qu'il y ait des déchets qui soient laissés à l'air libre. Parce que les déchets laissés à l'air libre vont faire proliférer les mouches. Donc ça, c'est très important aussi, que les déchets ne soient pas laissés à l'air libre, mais ne soient pas laissés en plein soleil. Nous allons prendre madame au téléphone avant de revenir à ce point-là. Elle a raccroché. Merci de faire un essai à nouveau, nous serons moins bavardes. Vous avez la parole, je vous ai coupé. Donc les mouches. Voilà, donc il faut qu'on mette nos déchets, je parle des déchets ménagers, il ne faut pas les laisser
au soleil et il ne faut pas les laisser dans un récipient ouvert. Il faut vraiment les recouvrir, sinon les mouches se nourrissent de tout ça et vont pulluler. Donc c'est important de mettre, voilà, d'avoir un coin pour la poubelle, un coin qui soit à l'ombre et une poubelle fermée. Sinon, les mouches vont pulluler. Mais on nous dit, les mouches, il y en a tellement par moment, par endroit, qu'on se dit, ça ne sert juste à rien de se battre contre. On en chasse une, il y en a une autre qui prend la relève. Alors, il faut... On reprend madame au téléphone peut-être. Bonjour. Allô. Bonjour, madame. Bonjour. Allô, bonjour, les filles. Bonjour, madame. Bonjour, je suis au Cameroun. Oui. Allô. Bonjour, nous vous écoutons. Bonjour, madame Lady. Je voudrais participer à l'émission. Je suis camerounaise. Oui. Oui, bonjour à docteur Mariam, si c'est Mariam, parce que j'ai pas l'émission en cours, j'étais pas là depuis, je vous suis tous les jours. Nous vous écoutons, madame. Il y a des petits boutons qui sortent souvent, à chaque fois quand je fais la lessive, j'ai des petits boutons qui sortent au niveau des doigts là, je ne sais pas à quoi c'est dû. Je vous remercie déjà parce que l'émission, ça nous va droit au cœur. Et je tenais à dire à Lady. Oui. Et hier, elle était très bien habillée, mais je n'ai pas pu l'appeler pour lui dire qu'elle avait un très beau travailleur. Merci, merci madame pour votre appel et pour vos encouragements. Alors, docteur Branco, madame dit en faisant la lessive, il y a des boutons qui apparaissent sur les mains. Est-ce que ce serait le produit? Là, c'est ma question à moi. Alors voilà, je ne peux pas le savoir, mais souvent quand c'est comme ça, c'est que c'est de l'eczéma. C'est-à-dire c'est une réaction plutôt allergique au produit ou à l'eau peut-être qui est déjà souillée, je ne sais pas, qu'elle utilise. Donc c'est une réaction allergique, ce n'est pas une infection. Et je suis sûre que quand elle enlève ses mains de cette eau, qu'elle met une crème hydratante, au bout de quelques jours, ces boutons partent. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question. Oui. Mais souvent, c'est plutôt une réaction allergique. Donc, ça n'a rien à voir avec une infection. C'est que le produit qu'elle utilise ne convient pas pour sa peau. Voilà. Voilà, madame. Réponse à votre question. Il faut peut-être changer de produit dans ce que vous utilisez. Je voudrais qu'on reste avec les mouches. Vous disiez donc on ne peut rien y faire. Elles sont là. Les mouches sont parmi nous. Nous sommes parmi les mouches parce que quelquefois, il y en a bien plus qu'il n'y en a d'êtres humains. Est-ce que c'est un véritable danger? Est-ce que ça n'est pas la peine d'avoir cette phobie? Comment faut-il procéder? Alors, on peut y faire quelque chose, hein. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, de mettre une poubelle fermée et une poubelle qui ne soit pas à la chaleur. Donc, effectivement, certaines mouches, en tout cas, hein, transmettent des germes. Donc, il faut faire attention. On connaît la plus célèbre, c'est la mouche tsetse qui donne la maladie. Hein. Voilà, c'est la plus célèbre. Mais les mouches véhiculent quand même certains germes puisque, malheureusement, ces mouches vont dans différents endroits et pas les plus propres, hein, souvent. Donc c'est important qu'il y ait ça, si possible aussi qu'il y ait une ventilation. Donc c'est pas forcément un climatiseur, mais ça peut être un brasseur d'air quand c'est possible. Voilà, vous avez à l'image la maladie de la mouche tsetse, donc la maladie du sommeil ou trypanosomiase. Donc effectivement, donc c'est important. C'est les mouches, les moustiques, on doit lutter contre leur présence dans notre environnement, sachant qu'on ne peut pas les éliminer totalement. Mais voilà, mais des petits gestes, une poubelle fermée qui ne soit pas à la chaleur, ça permet d'éliminer ou en tout cas de diminuer fortement le nombre de mouches. Ça, c'est important. La trypanosomiase, donc la maladie du sommeil, la mouche tsetse contre les animaux domestiques seulement ou aussi les êtres humains d'ailleurs? Alors, contre les êtres humains, ça c'est sûr, mais aussi les animaux. Donc c'est pour ça. Quand on a des bestioles, des bestiaux qui commencent à s'assoupir. Voilà. Donc c'est quand même pas si fréquent que ça. Hein, aujourd'hui, heureusement. Heureusement, voilà. Mais effectivement, tout ça, c'est pas les mouches. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit encore, lutter contre la présence des moustiques et des mouches est vraiment très, très importante. Hein. Ça, c'est très important. Quand on a des animaux domestiques, c'est souvent le cas en Afrique. Que fait-on? Les mouches deviennent des animaux domestiques pratiquement. Alors, on en a aussi ici en Europe. Vous voyez, donc il y a normalement les soins aux animaux. Alors peut-être qu'on doit améliorer le soin qu'on prend de nos animaux domestiques en Afrique.
Afrique. La visite chez le vétérinaire également est importante. Il n'y en a pas suffisamment dans nos pays africains pour permettre que la santé de nos animaux domestiques qui vivent avec nous, qu'on côtoie, qui jouent avec nos enfants, qu'on côtoie constamment, que leur santé soit bonne pour ne pas qu'ils transmettent d'autres infections à nos enfants ou à nous-mêmes. Donc c'est pour vous dire, hein, donc je vois les images, vous voyez, des déchets déposés. Les déchets plastiques, je voulais que nous terminions dessus, justement. Déposés n'importe où dans notre environnement de vie en Afrique, c'est vraiment dramatique. C'est que la population n'est pas assez consciente que ces dépôts sauvages, comme on dit, hein, ces dépotoirs, hein, on le dit également, sont vraiment nuisibles pour les familles. Et donc ça, c'est très important qu'on donne l'information aux gens, qui puissent, avec leur bon sens, également leur force, parce qu'il faut qu'ils soient ensemble, lutter contre ces dépôts sauvages. Et qu'on leur donne les moyens d'évacuer leurs déchets ménagers, puisque tous les jours, chaque être humain pollue la planète, pollue au moins de 5 kilos de déchets, c'est le minimum, tous les jours. Donc vous voyez. Chacun 5 kilos de déchets par jour. Faites le calcul au bout de l'année, vous serez découragé de consommer et de polluer. Prenez un sac à vous quand vous allez faire les courses. Mesdames, le sachet en plastique reste dans la nature 99 ans, dit-on, avant de se détériorer. C'est très long, tout à fait. Hein. Le plastique se détériore, voilà, il faut un siècle, on va dire. Hein. Il vit plus longtemps que nous. Merci beaucoup, Dr Branco, d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci à vous qui êtes fidèles téléspectateurs de Lady Vous Écoute. Vous allez peut-être partir en vacances. Au long cours, d'ailleurs, pensez-y à ces bonnes pratiques. Rendez-vous dans une autre édition. Et salutations à tous nos téléspectateurs partout dans le monde. Au revoir. Au revoir.